study, and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get The best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Bienvenue au 8e épisode spécial pour les abonnés du podcast. Comme à chaque mois, je vous remercie pour votre soutien. Il y a vraiment un taux de fidélisation incroyable, là. Donc quand vous vous abonnez, vous restez abonné, c'est vraiment apprécié. Je pourrais jamais vous le dire assez. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je réponds aujourd'hui à 4 questions. La première question, c'est Léo qui avait posé sa première question il y a plusieurs semaines par rapport à la FTQ, si vous vous rappelez bien. Aujourd'hui, Léo revient à la charge. Donc, il me dit « Salut David, juste à dire qu'aujourd'hui, j'ai transféré l'argent de mon CELI placé auprès d'une institution financière que je vais maintenant gérer le tout de façon autonome dans un compte de courtage. » Il dit qu'il a fait une estimation pour comparer les rendements qu'il avait fait dans les 3 dernières années avec ce qu'il aurait fait avec VEQT par exemple et qu'il a passé en 3 ans à côté de 15 000 $ de rendement, même avec l'année 2022 de marde sur les marchés boursiers. C'est Léo qui a écrit de marde, vous savez bien qu'ici sur le podcast, j'utilise un vocabulaire universitaire, mais bref, je lisais ces mots. Donc, Léo a fait la transition, bravo Léo. Il y a une question pour moi. Il me dit, ça se peut-tu que sur le balado, à date, je parle beaucoup de livres ou qui font l'analyse de compagnies et de titres individuels, mais puisque je préconise l'approche passive avec des FNB indiciels, il me demandait si j'avais des livres qui parlaient de stratégie pour comparer les différents FNB et comment faire des choix. Donc, je répondais « Merci et good job d'avoir fait le move. Je souhaitais bien du succès financier. C'est fou, je disais, quand on calcule les chiffres froidement, comment c'est facile de perdre la moitié de sa valeur, la moitié de son patrimoine sur 30 ans. Donc, pour les livres, ce que je lui disais, ou les épisodes sur les FNB passifs, c'est inexistant en fait, la sélection des FNB passifs indiciels, parce que c'est tellement simple que de faire un livre sur ça, c'est pas vraiment excitant. Donc, dans les épisodes 27 et 28, j'ai résumé 2 livres qui parlent de cette stratégie-là, mais il explique pas nécessairement comment cibler des FNB en particulier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé 2 images à Léo avec les principaux FNB de Vanguard que je partage quand j'accompagne des personnes pour comprendre le fonctionnement de base des FNB. Donc ces 2 images-là montrent tous les FNB de Vanguard pour les principaux indices en fait. Donc soit 100% actions ou avec des répartitions différentes actions obligations ou également des FNB qui permettent de suivre différents indices comme le SP500, les petites capitalisations, l'indice canadien et ainsi de suite. Donc rendu là, je disais qu'il y avait tous les principaux indices qui peuvent être suivis. Donc il lui restait ensuite à voir s'il voulait être plus précis, quel indice qu'il veut suivre ou s'il veut suivre, comme je lui disais, peut-être que le meilleur choix pour commencer, c'est un tout en un comme VEQT, VGRO, VBAL et ainsi de suite. Ce que je disais, c'est donc de cibler un indice ou un type de FNB, puis ensuite de comparer sur Google les 3-4 principaux FNB pour cet indice-là. Donc souvent, c'est Vanguard, iShare, Horizon et BMO. Et je choisissais le FNB qui, selon lui, était le meilleur et vérifiait une fois par année s'il était encore compétitif. Donc il y a tellement de choix, faut pas virer fou non plus là avec les produits que j'ai nommés, surtout Vanguard puis iShare, tu te trompes rarement si tu choisis un bon indice. Donc pour moi, tu pourrais juste comparer ces 2 compagnies-là, puis ça serait correct. Là, à part Horizon, qui peut être intéressant pour les comptes qui sont non enregistrés parce qu'il y a certains avantages fiscaux. Il y a un livre qui m'a justement été suggéré il y a plusieurs mois pour l'investissement dans les FNB indiciels. Donc j'imagine que dans ce livre-là, il aborde comment identifier les meilleurs FNB indiciels. Donc l'auteur, c'est Bortolotti, ça a été publié en 2021 et le livre s'intitule Reboot Your Portfolio 9 Steps to Successful Investing with ETFs. Donc, j'ai pas encore lu ce livre-là. J'ai pas eu le temps. Donc, ce que je disais à Léo, c'est s'il voulait le lire, qu'il pouvait me faire une synthèse et que j'allais la partager avec vous. Mais c'est clairement sur ma liste. Donc, Léo disait parfait, je suis dans la bonne direction. Je me demandais si tu regardais des données plus avancées que les rendements passés, mais je trouve pas grand-chose là-dessus. Merci, je vais m'amuser avec ça. Donc, je lui répondais en gros, si les FNB suivent le même indice, je regarde les frais de gestion et les rendements passés. Pour les tout en un, je regarde aussi la répartition parce que là, il y a certains qui sont plus US, d'autres plus canadiens. Et il y en a certains qui vont regarder est-ce que c'est ESG ou d'autres variables de ce type-là. Donc moi, c'est surtout frais de gestion et rendement passé.
Donc moi, ce que je fais en gros, je vais cibler l'indice souhaité dans ma stratégie, par exemple le SP500. Je vais sortir les produits Vanguard, iShares et BMO, puis 2-3 autres selon les classements trouvés sur Google. J'ouvre mes 5-7 pages des FNB et je vais noter les principales informations dans un fichier Excel que j'ai fabriqué, juste pour tout avoir au même endroit. Ensuite, je vais sélectionner le meilleur FNB et je vais vérifier chaque année s'il demeure toujours le meilleur. En fait, je vais plutôt vérifier s'il demeure pertinent et non nécessairement le meilleur parce que je vais pas changer, exemple, 50 000 $ dans VEQT pour le mettre dans XEQT ou vice-versa, juste à cause qu'exemple, un des deux a fait un rendement de 0,05% de mieux l'année dernière. Je vais tout perdre cet avantage-là dans le transfert, dans les frais de transaction. Donc, je vérifie juste si le FNB demeure compétitif. Donc, au début, je sélectionne le meilleur quand je commence. Et ensuite, je m'assure qu'il demeure compétitif. Et si vraiment il s'éloigne trop de l'autre que je juge qui est meilleur, là, peut-être je vais faire le changement. Mais assurez-vous de faire vos devoirs avant de commencer à investir. Merci beaucoup Léo pour cette deuxième question qui était très pertinente. Question numéro 2 pour l'épisode d'aujourd'hui, ça provient de Kevin qui me suggérait de faire un épisode sur les premières étapes pour investir. Donc, quelles sont ces premières étapes-là? Là, je lui demandais c'est quoi tu aurais besoin comme info, mettons que j'ai pas que j'ai pas traité encore, je vais y répondre dans un épisode des abonnés. Donc Kevin m'écrivait peut-être tu l'as déjà traité, mais j'ai pas encore écouté tous tes épisodes. Tu rends mon trafic en voiture beaucoup plus agréable, merci, donc tant mieux. Il me disait, je t'explique mon cas, il aimerait investir en bourse et apprendre à gérer ses investissements. Évidemment, il dit qu'il n'a aucune expérience et il voudrait commencer avec 5 000 $. Il me demande quelles sont les étapes à suivre. Il prend son 5 000 $ et il l'envoie où? Y a-t-il une application à utiliser? Comment suivre l'évolution de son 5 000 $? À quel moment de la journée les résultats se mettent à jour? Etc. Je disais, tant mieux si je passe ton temps dans ton char, il n'y a pas de trafic ben à Sherbrooke, donc j'écoute plutôt, moi, mes podcasts en m'entraînant. Mais bref, je disais que sa question était super pertinente. Je l'ai invité à écouter l'épisode 14, surtout le début, quand je réponds à une question d'un auditeur, et les épisodes 16 et 17 dans lesquels j'aborde un peu ces étapes-là de mémoire. Sinon, je lui suggérais, vu qu'il y a beaucoup de questions puis qu'il veut commencer à investir, que je pouvais l'accompagner dans ces premières étapes-là s'il souhaitait. Mais sinon, voici les grandes étapes pour investir le 5 000 $. Selon moi, bien sûr, je suis pas un expert. Première étape, vérifier avant s'il y a des dettes élevées à rembourser, donc en haut de 5-7%. Deuxième étape, vérifier s'il y a un fonds d'urgence dans un compte épargne, donc entre 3 et 6 mois de dépenses habituellement. Troisième étape, si tout est OK dans les étapes 1 et 2, et qu'il veut investir seul comme le suggère sa question, il peut ouvrir un compte de courtage, soit sur Disnat, Wealthsimple, Questrade. Donc, je faisais une comparaison de ces offres-là, justement, dans le premier épisode des abonnés qui est sorti il y a il y a plusieurs mois. Quatrième étape, transférer le 5 000 $ sur le compte de courtage. Ensuite, il choisit dans quel compte il veut investir, soit CELI, REER ou régime épargne études enregistré par exemple. Il doit cibler le FNB souhaité, donc s'assurer d'avoir réfléchi à sa stratégie d'investissement avant. Et ensuite, septième étape, acheter le FNB souhaité dans le compte souhaité. Pour suivre ses investissements, ce que je lui disais, c'est qu'il pouvait aller sur Yahoo Finance pour suivre son FNB, donc les rendements de son FNB, mais c'est pas nécessaire. Il y a toutes les informations sur le compte de courtage habituellement, donc sur Disnat, c'est le cas là, pour suivre les rendements de son FNB. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est seulement réinvestir quand il y a de l'argent dans son compte de courtage. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, je niaisais, je savais que quand on l'a jamais fait, ça semble être compliqué, mais une fois que tu vas avoir fait tes premières transactions, tu vas voir que c'est super simple. Pour la mise à jour des informations, des résultats, je disais que c'était fait en temps réel. Donc si à 10h38 ton FNB monte de 1%, tu vas voir, ça va être indiqué dans ton compte de courtage que ça a monté ou sur Yahoo Finance. Donc voilà, ce que suggérait Kevin, c'était super intéressant sa question, puis j'ai tenté de résumer les principales étapes, mais je rappelle que je peux offrir un accompagnement de 50 minutes, c'est pas long, et ça va vous permettre de sauver beaucoup d'heures ou de temps à essayer de comprendre les différentes plateformes que vous utilisez. Question numéro 3, une question plutôt spéciale, c'est une conversation plutôt avec un membre de ma famille qui découvrait après 28 épisodes que c'était moi, donc c'est drôle parce qu'on jasait de finances souvent. Puis il s'est rendu compte après 28 épisodes, il m'a dit « Hey, c'est toi ce podcast-là? » J'ai dit « Ben oui. » Donc on a bien ri, mais bref, on commence donc à jaser de finances après ça. Puis il me parle de son régime épargne études enregistré pour ses 2 enfants et on s'entendait pas. Donc au lieu de répondre,
à une question, je vous lis notre conversation et je réagis à la fin et parfois à travers notre conversation. Donc, je vais pas nommer ce membre de ma famille-là parce que on nomme certains chiffres dans la conversation et je veux pas nécessairement que les gens le replacent, mais ça commence comme suit. Donc, le membre de ma famille dit « En effet, j'ai une question pour toi. Comment tu évalues ton régime épargne-études enregistré? » Donc, je réponds « Je prends juste la partie cotisation. Donc, rendement plus subvention, c'est pas inclus dans mon patrimoine, donc dans mon actif net, parce que ça va aller à mes filles. » Il me dit « Je comprends, mais en même temps, si tu n'avais pas de régime épargne-études enregistré, tu devrais prendre ton argent ailleurs pour payer les mêmes dépenses pour tes filles. Je comprends pas pourquoi tu le mets pas dans ton actif net. » Là, j'ai dit « Je suis pas sûr de comprendre ton point. » Là, ça c'est mon commentaire, je dis « Ça commence bien, les deux on se comprend pas en commençant la discussion. » Il me répond « Plus tard, tu vas payer, mettons, 10 000 $ par année pour les études. Soit tu prends l'argent dans ton régime épargne-études enregistré pour tes filles, soit tu le prends ailleurs. Donc, je vois pas pourquoi on prendrait pas la partie intérêts et subventions dans l'actif net. » Là, je réponds parce que légalement, les subventions et les rendements vont aux enfants. Tu n'auras pas le droit de le mettre dans ton compte, mais tu as raison, ça renforce mon patrimoine parce que c'est de l'argent que je vais économiser dans 13 ans. Il répond, légalement, je crois que c'est juste les subventions qui appartiennent aux enfants. Les intérêts vont juste être imposables. Il a raison ici, mais en partie, en effet, la pénalité imposable, c'est si tu retires le rendement au lieu de le transférer dans ton REER, par exemple, si les enfants vont pas aux études. Les subventions doivent être remboursées au gouvernement. Donc, je recommence. Si tes enfants font pas d'études, les subventions vont devoir être remboursées au gouvernement, mais les rendements, tu vas pouvoir les transférer dans ton REER ou les mettre dans ton compte, mais tu vas être imposé. Mais si ton enfant va aux études, c'est pas possible de retirer les rendements pour toi. Tu pourras pas être imposé sur ces rendements-là parce que tu n'auras pas le droit d'y toucher. Ça va aux enfants, c'est leur argent. Donc là, je lui réponds, subvention plus rendement, c'est imposable pour l'enfant lorsqu'il va les retirer, mais les deux lui appartiennent. Je disais, va écouter le balado Le Planif. Sur ce sujet, il y a un épisode très intéressant. Là, il me dit, je vais t'expliquer ma planification. Donc, lui, le REE est cotisé au max pour ses deux enfants. Il y a eu un rendement à peu près, il estime un rendement de 5%, donc ça va amener au total pour les deux enfants 200 000 $ à peu près à 20 ans. Donc, il dit, lorsque ses enfants vont être aux études à temps plein, il va retirer le capital, donc lui 36 000 $ et 36 000 $ pour son ex. Il va rester 128 000 $ aux deux enfants. Il dit environ 21 600 en subvention et à peu près 100 000 $ en rendement. Il dit ça fait pas mal en esti. Première année, il dit qu'il va retirer les subventions et après, mettons qu'il reste de l'argent, donc les rendements sur les rendements, il pensait retirer tout ça et mettre ça dans son REER pour pas avoir de conséquences fiscales. Ici, je comprenais qu'il voulait garder la partie rendement pour la mettre dans son REER sans frais, mais c'est pas à lui. Même si c'est des gros montants, cet argent-là, les rendements ne lui appartiennent pas. Si les enfants vont à l'école, si les enfants font pas d'études, là oui, les rendements pourront être transférés dans son REER ou il pourra les mettre dans son compte et payer un impôt, mais si les enfants vont à l'école, ce n'est pas son argent. Là, il m'a mis un lien d'un document de Trois-Rivières dans lequel il disait qu'il avait lu ça. Il disait que c'était une mine d'or, les documents Locutaire. En effet, sont super intéressants. Et là, j'ai copié-collé une phrase du document de Locutaire qui était écrit « Seulement les subventions et les revenus appelés paiement d'aide aux études. Dans la déclaration des enfants, l'impôt est souvent nul. Donc, le capital, les cotisations est remis aux parents sans impôt. Donc, les subventions et les revenus, les rendements sont aux enfants. » C'est à la page 384. Donc, j'avais dit la page pour avoir raison, bien sûr. Et je disais, il y a juste les cotisations qui appartiennent aux parents. Le reste est imposable et va aux enfants qui paient habituellement très peu d'impôts parce qu'ils vont retirer progressivement ces montants-là. Et s'ils travaillent pas tant que ça, ben, ils vont pas être super gros imposés sur ce qu'ils vont retirer. Donc, il me répond, avant qu'ils soient admissibles, ils vont donc pouvoir recevoir aucun paiement d'aide aux études. Donc, ils ne pourront pas retirer d'argent avant d'être admissibles aux études. Et je dis, t'as raison, mais justement, tu peux rien retirer anyway avant qu'ils soient admissibles. Donc, ça va leur appartenir dès qu'ils vont l'être. Donc, je dis ça autrement, là, mais vous pourrez pas retirer d'argent du régime épargne-études enregistré sans pénalité avant que vos enfants soient aux études. Donc, quand ils vont être aux études, l'argent leur appartient de toute façon. Donc, tu n'auras jamais accès aux subventions et aux rendements pour toi personnellement. Là, il me répond, ça leur appartient pas tant. Si tu décides de pas leur donner, ils peuvent pas décider de les avoir. Les enfants sont juste bénéficiaires, jamais propriétaires.
Là, ce que je dis, c'est les paiements d'aide aux études vont direct dans leur compte. Tu peux pas les retirer dans ton compte, mais tu peux décider de rien retirer et de faire chier tes enfants. Là, il dit oui, mais c'est moi qui décide combien et est-ce du capital, subvention ou intérêt? Là, je réponds oui. Il dit oui, je peux mettre fin au régime épargne-études et rembourser les subventions et encaisser le capital et les intérêts qui vont devenir imposables pour moi. Donc là, ce qu'il vient de dire, c'est ce que je vous ai dit tantôt. Que oui, tu peux retirer ça si tes enfants vont pas aux études, mais tu vas être imposé. Ou tu peux juste fermer le compte et être imposé sur tout cet argent-là. Là, je réponds, OK, mais pourquoi tu ferais ça à tes enfants? Il dit, le point, c'est pas ça, c'est juste argumenter. Donc, il dit, c'est que moi, je dis que la somme m'appartient quand je vais décider ce que je fais avec. Donc, je la mets toute dans mon actif net. Là, je dis, oui, mais mettons que tu as 200 000 et qu'il y a 72 000 qui t'appartient vraiment. Le reste, si tu décides de liquider avant qu'il soit admissible, tu vas perdre une grande partie de la valeur. Mais tu fais bien ce que tu veux avec ton actif, tu as raison, ça permet de diminuer tes dépenses plus tard, donc ta logique tient. Donc je disais, si tu retires tout ça, ça va impacter grandement ton actif net parce que tu vas en perdre beaucoup aux impôts. Mais je comprends sa logique de mettre les subventions et les rendements qui appartiennent aux enfants dans son actif net, parce que c'est de l'argent quand même qui fait grandir son patrimoine, parce que c'est de l'argent qu'il n'aura pas besoin de payer plus tard. Ça, je suis d'accord avec lui. Donc, il me répond, ben oui, mais si je retire tout ça puis je le donne pas à mes enfants, je vais perdre les subventions de 20 000 et à ce moment-là, je ferai juste l'enlever de mon actif net. Je dis, oui, je comprends, c'est vrai théoriquement, mais en pratique, tu feras pas ça. Donc, on s'ostine pour rien. Ce serait pas logique de fermer le régime épargne-études avant et de perdre des subventions quand de toute façon, le rendement appartient aux enfants. Tu reprends ton 36 000 oui, plus les rendements imposés, mais tes enfants vont tout perdre, donc c'est pas logique du tout. Il dit non, en pratique, s'il reste de l'argent des subventions, je vais leur virer en CELIAP. Moi, j'envisage que les études des gars vont être payées par les subventions. Là, je dis OK, mais les rendements, même si juste les subventions, on va dire que chaque enfant a 21 000 en subvention. C'est assez pour payer les études, je suis d'accord. Mais les surplus, le rendement, même si c'est beaucoup, ça leur appartient. Même si toi, tu dis hey, c'est ben trop 50 000 par enfant, ben ça leur appartient quand même. Donc, en pratique, ce que je le disais, tu pourras pas décider ce qu'ils vont faire avec leur Quand tu vas retirer ça, ça va aller dans leur compte. Donc, tu peux juste les éduquer. Il me répond, à la fin, s'il reste de l'argent, je fous ça dans mes REER. Je dis, tu pourras pas, c'est pas à toi. Le 128 000 tu disais tantôt qui restait après votre capital à toi et ton ex, ben t'as rien à dire dessus. Théoriquement, bien sûr. L'argent est à tes enfants. Toi, t'as repris tout bonnement ton 36 000 et ça, tu peux le mettre où tu veux. Là, il dit, il y a la possibilité de transfert. Oui, mais juste le capital que tu peux. Le reste est à tes enfants. Là, il dit, oui, je peux aller, je suis allé voir sur le site de l'Agence du revenu du Canada. Oui, avec ton capital, le 36 000 tu peux le faire. Il dit, non, je suis pas d'accord, je suis pas obligé. Il dit, impossible. J'ai dit, c'est impossible de retirer l'intérêt ou les subventions dans ton compte, c'est protégé par la loi fédérale. Cet argent-là est à tes enfants. Toi, tu as 36 000 soit le capital. T'as pas accès aux subventions au rendement. Il dit, je suis pas d'accord en totalité. J'ai dit, c'est ce que les documents de l'UQTR disent que tu m'as donné tantôt comme lien et que je lis partout. Les premières années, il dit qu'il va retirer les subventions. Une fois les subventions retirées et le paiement d'aide aux études, il va rester juste les rendements. Donc lui, il me demande si je suis d'accord qu'il va rester juste les rendements une fois les subventions retirées pour payer les études des enfants. Donc tout le rendement au-delà du capital et des subventions, il dit ils en auront pas besoin, ils vont avoir eu assez d'argent. Ce que je lui disais, je dis tu dis comme si c'était ton argent, mais ça va aller direct dans le compte de tes gars. Toi, tu vas juste avoir accès à ton capital. Tu pourras jamais retirer plus que 36 000 dans ton compte. Si tu essaies de retirer 100 pièces de plus une fois, qui sont admissibles aux études, ça va être bloqué ou tu vas être imposé. Donc après les subventions retirées, il reste encore des rendements qui sont à eux, pas à toi. Donc là, il m'envoie un lien qui c'est écrit qu'on peut cotiser 50 000 en fait qu'on peut transférer 50 000 maximum dans son REER. J'ai dit 50 000 parce que c'est la cotisation maximale, donc tu peux cotiser 36 000 de subvention pour chaque enfant et tu peux cotiser 14 000 de plus, mais tu n'as pas de subvention ensuite. Donc tu as seulement droit, toi, à 36 000 de transfert. Il dit encore une fois qu'il n'est pas d'accord avec moi. Donc là, je réponds, rendu là, je sais plus, je suis pas sûr à 100%, donc je m'ostine avec toi pour rien. Et là, moi, je vous le dis à vous, j'étais très sûr de ce que je disais, mais j'étais peut-être tanné de m'ostiner parce que j'ai un article scientifique à finir en dînant pour le lendemain, donc je voulais aller travailler un peu.
Là, il me répondait, bref, c'est pour cette raison-là que je considère 100% le REA dans mes actifs parce que je vais le dépenser en études ou bien rembourser les subventions et le transférer dans mon REER à la fin. Donc, j'ai dit dans les deux cas, c'est pas mauvais de le considérer dans ton actif, comme tu dis, parce que de toute façon, c'est de l'argent que tu vas pas dépenser au pire plus tard dans leurs études, comme je disais tantôt. Il dit exact, au même titre que si elle avait pas existé, je l'aurais mis dans ce lit. Là, j'ai dit, mais moi, je sais que je vais juste prendre mon 36 000 $ et laisser tout le reste à mes filles. J'avais vraiment lu quelque part que l'ARC voulait pas que les parents profitent des rendements sur argent à l'abri de l'impôt supposé aider les enfants. Mais bon, je suis rendu au bout de mes arguments, j'ai un article à finir, belle discussion, la prochaine fois, on va prendre une bière, ça va être intéressant. Donc après cette discussion-là, j'ai vérifié, donc tu peux sortir l'argent que toi t'as cotisé au complet dès que ton enfant va être accepté au cégep. Donc, tu as mis 36 000 $ pour ton enfant, dès qu'il rentre au cégep, tu peux sortir le 36 000 $, tu vas pas être imposé. Tout le reste va aller à ton enfant. Les rendements, les subventions. L'enfant peut sortir juste une portion pendant les premières semaines et rendu en décembre, il peut retirer tout le reste s'il veut. Mais bien sûr, l'enfant va être imposé selon le montant qui sort, donc ça va aller sur le rapport d'impôt. Donc, dépendamment de ses autres revenus, de son salaire d'étudiant, c'est là que ça vaut la peine peut-être de pas tout sortir d'un coup pour pas payer de l'impôt inutilement. Donc la conclusion de cette discussion-là qui était très longue, je m'en excuse, mais je trouvais que c'était quand même riche parce que ça montrait que même pour deux personnes qui s'intéressent aux finances, il y a toujours un flou. En gros, je retiens qu'il peut être pertinent de considérer tout le régime épargne études enregistré dans son actif net parce qu'en effet, c'est de l'argent qu'on va économiser plus tard. Donc moi, je le fais pas quand même, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Par contre, oubliez pas que tout ce qui vous appartient, c'est le capital. Tout le reste est à vos enfants. Votre capital peut être transféré dans votre REER sur un espace de cotisation, mais les subventions vont être perdues s'ils ne sont pas utilisées, vous allez devoir les rembourser et les rendements vont être imposables si votre enfant ne va pas à l'école. Donc si votre enfant arrête en secondaire 3 qui fait aucun DEP, rien, vous allez devoir rembourser les subventions et vous allez devoir transférer l'argent subventions et rendements dans votre compte personnel et vous allez être imposé sur ces rendements-là. Et j'ai pas le pourcentage précis, mais j'ai en tête 32%, mais là je l'ai pas écrit, je suis désolé. Mais si votre enfant va à l'école, subvention et rendement, c'est à lui. Vous n'allez pas pouvoir le transférer dans votre compte, peu importe si ça vous tente ou pas. Quelles sont vos réactions? Pour qui vous votez dans cette discussion familiale-là? Est-ce que j'avais raison ou mon cousin avait raison? Je vous invite à réagir en m'écrivant ou en réagissant justement au post Facebook qui va être fait sur l'épisode des abonnés. Merci beaucoup pour votre vote. Et je sais que le membre de la famille avec qui je me suis obstiné est abonné au podcast, donc si tu écoutes cet épisode-là, ça a été super enrichissant comme discussion, puis j'ai bien hâte d'en reparler avec toi. Donc ne paniquez pas, on s'aime beaucoup et ça s'est fait dans le respect et on a juste hâte d'en reparler de finances. Question numéro 4, Marie-Claire. Donc Marie-Claire m'écrit, tu m'expliques comment faire de l'argent avec des actions et tu dis que tant que c'est pas vendu, t'as pas perdu d'argent. Ben d'un autre côté, on parle toujours de rendement composé, mais comment les deux se combinent? Pour les dividendes, elle dit que c'est clair. Donc ça, tu peux réinvestir l'argent que tu reçois dans ton compte. Mais elle dit pour les actions, est-ce que c'est parce que l'action prend de la valeur à raison de 5-6% par année? Mettons que tu la jettes à 30 et tu la revends à 35. C'est ça les rendements composés? C'est comme ça qu'on calcule le rendement? Ma réponse à Marie-Claire, je disais que c'était une excellente question parce que c'est drette une question que je me suis posée à mes débuts. Quand j'ai commencé, je me disais, comment qu'on fait de l'argent avec une action? Donc, le principe des rendements composés pour les placements dits garantis ou à revenu fixe comme des CPG, des obligations, c'est facile à comprendre, puis elle l'expliquait très bien. On commence avec 10 000 $ à 2,5%, donc on fait 250 $ de rendement dans l'an 1. On commence l'an 2 avec 10 250 $ et là, on va plutôt faire 256 $ et 25 de rendement et ainsi de suite. Donc, on voit clairement l'argent s'ajouter à notre montant, donc c'est plus clair. Le même principe s'applique aussi aux dividendes qu'on réinvestit. Donc, c'est la même chose que pour les intérêts ou les rendements qu'on fait sur un compte épargne. Mais pour les rendements composés, ça s'applique pas de la même façon pour les actions de croissance parce que leur rendement va reposer plutôt sur la prise de valeur du titre dans le temps. Donc, les gains vont provenir principalement de l'appréciation du titre, du cours de l'action, plutôt que des intérêts ou des dividendes qui vont être générés par l'investissement. Donc, lorsque tu détiens des actions, les rendements vont augmenter au même rythme que l'action. Donc, on pourrait dire que si ton action augmente de 10% cette année, tu aurais pu vendre 1000 $ d'actions comme si c'était un dividende et le réinvestir ailleurs pour profiter indirectement de ces rendements composés-là, on pourrait dire.
En laissant cet argent-là, le 10% dans le titre, c'est comme si tu avais profité d'un rendement de 10% cette année qui va agir comme un rendement composé dans les prochaines années. Donc si le titre gagne encore 10% l'année suivante, tu n'auras pas gagné 1000 $ de plus, mais bien 1100 $ de plus. Les rendements composés sont donc moins clairs parce qu'on laisse automatiquement l'argent dans le titre boursier. La différence avec les actions, c'est que le titre peut descendre. Mais encore une fois, tu peux faire moins 30% en 2 ans avec un titre. S'il fait 130% dans les 3 années suivantes, tu auras eu un rendement X en calculant où tu es parti et où tu es après 5 ans, et ce calcul-là va tenir compte des rendements composés. Par exemple, si tu investis encore une fois 10 000 $ dans des actions de croissance sans dividende, on va dire que ton portefeuille fait 5% par année, en fait 5% la première année, que tu perds 1% la deuxième année et que tu gagnes 7% la troisième année. À la fin de l'an 1, ton 10 000 $ est rendu à 10 500 $. Tu as donc fait 500 $ de gains que tu laisses dans le titre, donc tu n'as pas accès à ce 500 $-là. À l'an 2, tu as fait moins 1%, donc tu vas être rendu à 10 395, tu as perdu 105 $. Et à la fin de l'an 3, tu vas avoir 11 123 $ parce que tu as fait 7% de rendement, donc tu vas avoir fait 728 $ de gains à l'an 3. Quand je dis que tout ça est fictif, c'est parce qu'une compagnie pourrait, à l'an 4, faire faillite et tu tombes à 0 $, peu importe si tu avais fait 2000% de gains en 10 ans, mettons. Bon, ce type de scénario-là est impossible avec un FNB indiciel, bien sûr, ou une bonne diversification. L'inverse est aussi vrai. Si ton portefeuille descend de 40% puis que tu vends pas, ben tu perds rien. La pente est plus longue à remonter parce que tu fais du 10% de rendement maintenant sur une valeur qui est beaucoup plus basse. Mais il y a cependant un coût de renonciation. Donc, si tu laisses ton portefeuille à moins 40%, tu aurais peut-être pu mettre cet argent ailleurs là à 5% de rendement dans des CPG, par exemple. Cependant, il faut avoir la big picture, donc la vision globale des rendements du marché boursier sur le long terme, soit en moyenne 7 à 8% de rendement si vous suivez un FNB indiciel, par exemple, comme XEQT ou VEQT. Donc, en gros, faut pas voir les rendements composés avec les actions de croissance comme on les voit avec les titres à revenus fixes comme les obligations ou les CPG, par exemple. C'est comme si ces rendements composés-là étaient intégrés dans la prise de valeur du titre boursier. C'est pour ça que plusieurs personnes aiment les dividendes, même si historiquement les rendements sont plus élevés dans les titres croissance, parce qu'avec les dividendes, les gains sont plus concrets. Donc j'espère, Marie-Claire, que ça répond à ton excellente question. Sinon, c'est tout pour ce 8e épisode des abonnés. N'hésitez pas à me poser vos questions pour les prochains. Encore une fois, merci pour votre soutien, ça me touche vraiment, et on se dit à mardi prochain pour le prochain épisode régulier.